bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour cette petite table ronde autour de 10 ans de télémédecine. Alors j'ai un peu exagéré parce qu'on a eu la crise Covid entre-temps. On a un peu plus que 10 ans parce que la loi HPST date de 2009, mais réellement, on a eu 10 années de télémédecine et pour en discuter, on a invité autour de la table, je commence par Corinne Minister-Banis, qui est professeure de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière et qui vient d'écrire un livre sur la crise Covid et notamment et comment la télémédecine a pu vraiment aider cette crise, en tout cas sur le plan sanitaire. On a aussi Olivier Mariotte, qui est donc médecin et président de NIL, qui est une société de communication qui connaît très bien le paysage et l'environnement et à qui je demanderai d'ailleurs de nous faire un petit topo en quelques slides sur ces 10 ans de passé de télémédecine. Et Jean-François Thébault, qui est vice-président cardiologue et vice-président de la Fédération française des diabétiques et ancien membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole d'abord à Olivier, qui a quelques petites slides à nous présenter et avoir ton point de vue sur ces 10 années. Donc, je ne qualifierai pas si elles ont été merveilleuses ou moins bonnes, mais en tout cas, elles se terminent avec une crise Covid qu'on espère tous passer. Merci François, en tout cas, de cette possibilité de m'exprimer ici. C'est un sujet passionnant, la télémédecine. D'ailleurs, au passage, je salue Jean-François, tout particulièrement, parce que tu faisais remonter la télémédecine, en particulier à la loi HPST. Je me souviens très bien qu'un soir, à 19 h, on s'est retrouvés pendant les négociations et discussions sur HPST, tous les deux dans le bureau d'un des conseillers du ministre de l'époque, pour faire mettre dans le texte de loi qu'il fallait avoir une référence à la télémédecine. Donc c'était assez amusant parce qu'on se retrouve autour de cette notion partagée, de cette action partagée. D'ailleurs, si Jean-François n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de télémédecine dans la loi. Dans ces 10 ans de télémédecine, on est passé on va dire, d'un affichage qui était celui d'une technique extrêmement moderne, qui était justement la télémédecine et la téléconsultation, à une volonté des acteurs, mais alors commune, vraiment une volonté commune pendant 10 ans des acteurs à ne pas bouger, sauf à vouloir. Je me souviens très bien de discussions avec le patron de l'UMSP de l'époque, qui disait, mais tant qu'on nous, on n'aura pas fait les logiciels en tant que syndicat professionnel, on ne bougera pas. Après, il a changé, il est passé à Avenir SP, mais je pense qu'il est resté avec un peu la même vision un peu corporatiste de la télémédecine. Et puis à côté de ça, une assurance maladie qui était très centrée sur le fait que si jamais on débordait les cadres, plutôt si on laissait la main aux médecins sur la télémédecine et la téléconsultation, ça allait déborder le cadre des remboursements. Il y a eu des débats entiers. Il y avait en plus de ça une sorte on va dire, de combat intellectuel et qui opposait un peu les tenants du terrain, les tenants du business, enfin de tout ce qui fait l'entreprise sur la télémédecine, et puis les tenants de l'avènement de la télémédecine en France. Ça a été, je parle surtout de la téléconsultation là, ça a été justement l'épidémie de Covid, avec cette possibilité qui était donnée aux malades d'avoir un contact avec leur médecin traitant, de continuer leur parcours de soins, de continuer à être pris en charge. Et c'est ce qui a fait, en fin de compte, son vrai démarrage en France. Et j'espère ce qui fera qu'on gardera au niveau de la télémédecine une liberté d'accès qui soit la plus importante possible et une possibilité d'utiliser ce média comme on utilise tous les médias d'Internet. Et pour terminer, je dirais que c'est un mot de Nathalie Sall, qui est la présidente de la SFSD, qui disait ça. Un jour, on parlera plus de télémédecine, on parlera de médecine tout court, et ce sera la meilleure chose qu'on puisse faire pour la télémédecine, pour les patients et pour les professionnels de santé, parce que je pense que la télémédecine est quelque chose qui n'a pas vocation à rester dans les mains des médecins, mais à passer au niveau des professionnels le plus largement possible. Voilà ce que je voulais dire pour illustrer ces 10 années.
Merci Olivier, ça me permet de faire une transition toute trouvée avec Corinne, puisque Corinne, le dernier livre qu'elle a coécrit avec M. Babinet, c'est un livre autour des déserts médicaux, de la télémédecine et du Covid. Alors ça permet de faire cette transition tout à fait bien. Et Corinne, comment vous voyez un peu les choses après ce qui a été avancé par Olivier? Merci pour cette présentation par Olivier, à laquelle je suis tout à fait, avec laquelle je suis en phase. Moi, si je suis là pour donner une perspective, on va dire peut-être hospitalière de cette situation, j'aurais envie de dire que probablement que ça a été un petit peu différent dans différentes structures hospitalières, mais on n'a pas été du tout dans le bain de la télémédecine et même plus largement de la e-santé dans les hôpitaux publics depuis 10 ans. On a été sollicité pour répondre à des appels à projets dans le cadre du programme ETAP, dans des usines à gaz de projets qui ont mis des mois à être évalués, des années à fournir un financement, etc. Même l'avancement des dossiers a été quand même relativement lent, ce qui a découragé beaucoup d'équipes. Et moi, mon expérience personnelle pour avoir essayé de faire beaucoup de choses dans ce domaine dans les 10 dernières années, c'est quand même de remarquer que je n'ai rien réussi à faire de l'intérieur. Alors peut-être que c'est moi, hein, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de freins qui ont brutalement sauté, comme Olivier l'a abordé avec la crise sanitaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement que pourquoi la crise sanitaire a-t-elle fait sauter tous les freins qui étaient à la fois les représentations que les médecins. Moi, je ne pense pas que les médecins soient les gens les plus motivés pour faire des choses numériques, entre guillemets, ou des choses digitales. Et moi, je suis fascinée par le peu de culture digitale qu'ont nos jeunes collègues en formation. Alors, en même temps, quand on regarde leur programme de formation qui n'a pas changé d'un iota, on voit mal comment ils pourraient être formés à la santé digitale, puisqu'ils n'y sont pas formés en réalité. Donc déjà, les jeunes qui vont sortir sur le marché dans 10 ans n'auront aucune notion de tous les outils qu'ils vont avoir à gérer au quotidien, puisque ça démarre quand même avec beaucoup de retard dans la formation initiale des professionnels de médecine. On devrait aujourd'hui, il me semble, leur apprendre à être des professionnels de santé qui vont utiliser des outils numériques, et c'est pas le cas. Donc ça me contrarie beaucoup, parce que je trouve qu'on va après avoir à mettre beaucoup d'énergie pour essayer sur le terrain d'avoir des professionnels de santé qui soient capables tout simplement d'apprivoiser des outils numériques. Alors, et puis la deuxième remarque, je trouve, c'est que cette crise sanitaire a tout simplement fait émerger le besoin des usagers, le besoin des soignants, le besoin des usagers de pouvoir rester en connexion avec leurs soignants, qui étaient bien occupés à autre chose, et qui, quand ils avaient du temps pour réorganiser leurs consultations, étaient bien contents de pouvoir les organiser en télé quelque chose, que ce soit téléphone ou télémédecine vraiment, parce que dans l'urgence, c'était le seul moyen de rester en contact. Et en ce qui nous concerne, on a vraiment vu exploser l'usage d'outils qui étaient à notre disposition. Très honnêtement, en Ile-de-France, à l'assistance publique, on a une plateforme régionale de télémédecine qui n'était pas du tout utilisée, de téléconsultation qui fonctionnait déjà, qui a été upgradée dans l'urgence pour que ça marche pour tout le monde. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire en 2 mois ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 10 ans. Donc ça énerve un peu a posteriori, mais ça, j'aurais envie de dire comme Olivier Mariotte que c'est bien la France, quoi. On est là en train de traîner des pieds, on fait des réunionites, on dit qu'il va falloir qu'on arrive à ceci, cela, et puis voilà, puis on attend. Et d'un seul coup, ça marche. Et peut-être qu'on va avoir certainement une analyse plus fine que ce petit retour d'expérience de l'assistance publique qui n'est que mon regard sur les choses, mais c'est vrai que je pense que rentrer en consultation, organiser des consultations avec les patients, ça a été énormément utilisé, beaucoup peut-être par téléphone, mais que ça a été utilisé tout simplement parce que des deux côtés, on en avait besoin. Il fallait qu'on puisse envoyer les ordonnances, surtout pour les malades chroniques, des patients qui avaient besoin qu'on puisse savoir comment ils allaient, leur envoyer des ordonnances et leur éviter d'aller chercher à trouver un autre médecin quelque part dans un cabinet où ils pourraient de toute façon pas aller et dans les conditions sanitaires que l'on connaît. Et alors maintenant, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que maintenant qu'on a l'impression d'avoir, en un an, franchi beaucoup d'étapes autour de ces outils, on a un espèce de monde incroyable qui s'ouvre devant nous, qui, moi, je trouve, est en effet une nouvelle manière de faire de la médecine, qui est absolument fascinante dans les possibilités qu'elle va nous donner, et pas seulement pour ce qui est de la téléconsultation, mais je trouve aussi dans le domaine du télésuivi, dans le domaine du télésoin, et comme le disait Olivier tout à l'heure aussi, je pense que tous les professionnels de santé vont pouvoir élargir complètement le champ de leur activité professionnelle en étant en présentiel ou à distance, et chacun va pouvoir s'adapter en fonction des besoins de sa propre activité et des patients. Et évidemment,
on peut se poser plein de questions par rapport à ça, notamment la question de se dire, il y a une espèce de fourmillement, une espèce d'agitation autour de tous les outils de télésanté et de la e-santé. Il va falloir qu'on mette un peu d'ordre, sans doute, et qu'on se laisse le temps surtout de voir quelles sont les solutions. Par exemple, à l'assistance publique, on était en train de concrétiser la mise en place d'un projet de télésuivi pour un certain nombre de pathologies qui a été immédiatement détourné pour suivre des patients Covid, qui a super bien marché. Donc, ça a existé dans la région qu'en Île-de-France, et même la solution de la PHP a suivi des patients même en dehors de l'Île-de-France. Mais en tout cas, on a plongé directement dans le télésuivi. Alors que moi, j'ai écrit des dossiers pour être évalués par différentes instances, où on m'a demandé 200 des cas d'usage, des grilles de critères, des systèmes d'alerte, etc. Bah, en fait, une fois qu'on a eu Covidom, on a vu que ça marchait remarquablement bien, quoi. Donc, je vois pas pourquoi on a traîné autant pour mettre en place des solutions comme ça, ou en tout cas, on peut le regarder à l'envers et se dire, le fait que ces solutions aient brutalement été tellement utiles sur le terrain, va permettre de continuer à les déployer. Et encore une fois, moi, j'aurais envie maintenant de dire, bah, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas passer au tout digital, c'est-à-dire ne pas basculer dans quelque chose qui serait un espèce de délire qui dirait du moment que c'est digital, c'est mieux qu'avant, parce qu'il y a aussi un peu ça, je trouve, quelque part. Et comment est-ce qu'on va faire pour essayer de rassembler nos forces autour des solutions qui sont vraiment utiles? Et donc pour ça, il faudrait peut-être qu'on ne démultiplie pas les solutions, qu'elles soient des solutions de télésuivi, de télésoins. Et puis après, on peut aussi parler de la formation professionnelle digitale, qui est un énorme sujet, qui nous ouvre des perspectives monumentales. On peut aussi parler de l'intelligence artificielle et de toutes les problématiques autour des bases de données. Mais, et à la fois, moi, je suis tout à fait évidemment pour. Simplement, je me dis que on voit aujourd'hui fleurir des tas de solutions qui sont souvent très vite mises sur le marché sans qu'on ait vraiment cherché à savoir si elles étaient utiles ou pas. Et moi, ça me fait penser un petit peu, mais c'est une expérience personnelle, à ce que j'ai vécu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années quand on a décidé que les programmes d'éducation thérapeutique devaient tous exister pour les malades chroniques. Alors, tout le monde a voulu créer des programmes, mais en fait, dans ces programmes, il y avait souvent pas grand-chose de très utile, et on voyait ça plutôt à travers les outils pédagogiques qu'à travers la finalité du programme lui-même. Et je me dis, en réfléchissant à ce qui s'est passé avec l'éducation thérapeutique, ce serait dommage d'aller griller nos cartouches, entre guillemets, avec des outils qui, au motif qui sont digitaux, doivent être financés à grands coûts de millions d'euros, alors qu'au final, ils vont rien apporter à la prise en charge des patients ou à la facilité de travail des soignants, enfin, à l'ensemble de la communauté médicale. Et je trouve que ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment de se dire, bah, comment on fait maintenant qu'on sait que c'est utile, qu'on a fait sauter un certain nombre de barrières et de représentations qui, de la part des soignants et sans doute aussi de la part des patients, parce qu'au début, quand on a fait de la téléconsultation, on n'était pas sûr qu'on puisse avoir la même qualité d'échange. Et je pense que du côté des soignants et des patients, on a quand même vu qu'en particulier quand on se connaît, par exemple, quand on se voit en vrai de temps en temps, on a une vraie qualité d'échange même derrière un écran. Et donc, on peut vraiment... je ne crois pas qu'on perde beaucoup en qualité. Tout dépend évidemment de l'objectif d'une consultation, d'une téléconsultation. Mais vraiment, ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on a levé tous ces freins, bien entendu, il y a une énorme envie d'avancer, mais le challenge et le défi, à mon sens, aujourd'hui, va être de pouvoir porter collectivement les solutions qui seront choisies pour être vraiment utiles, et pour qu'elles soient utiles, et peut-être, j'imagine, pour faire donner le tremplin à Jean-François Thébault, il faut qu'elles servent et qu'elles soient au bénéfice du patient et qu'elles reposent sur un besoin. Et donc, moi, je crois qu'une des choses qui va nous porter très fortement aujourd'hui, c'est l'implication très forte des patients dans la santé et le fait qu'ils vont être vraiment des partenaires là pour dire « oui, ça c'est bien, non, ça c'est du gadget, ça ne nous intéresse pas, on préfère faire autrement ». Voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour qu'on puisse continuer la discussion avec Jean-François Thébault. Merci Corinne. Moi, ce que je note aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est que le coup près qui tombe sur des applications digitales, c'est définitivement l'usage. S'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas... Et maintenant que les patients s'approprient de plus en plus les outils numériques, que les professionnels de santé, en tout cas certains, s'approprient de plus en plus les outils numériques, on est confronté à un nouveau problème qui est l'interopérabilité de ces outils. Et derrière, ce qui condamnera un outil par rapport à un autre, c'est son usage. Ce qui fera le succès, c'est, on a été audité récemment,
LEC, les entreprises de télémédecine, par la DGOS et la DGE. Et on leur a bien dit que si on veut développer une filière industrielle du numérique en santé en France, il faut aussi que on accepte de mettre les outils au service d'abord des patients et des professionnels de santé, puis ensuite on voit la loi qui va bien dessus, mais pas faire l'inverse, parce que sinon on est dépassé. Le droit anglo-saxon permet des choses et régule après. Nous, on régule d'abord et on voit après. Et donc le temps, cette notion de temps de développement, de temps, de mise à disposition des choses est quelque chose, moi, qui me frappe énormément. Donc, Jean-François, est-ce que ça t'inspire, toutes ces discussions? J'imagine que oui. Je suis passionné par ce que vous venez de dire, parce que ça m'inspire effectivement beaucoup de réflexions, outre le petit texte que j'avais préparé qui était centré sur les 10 années précédentes. Ce que je voudrais dire d'abord, François, ce que tu viens de dire, c'est que, et Corinne aussi, il faut d'abord que ça serve à quelque chose. Je veux dire, ce qui fait le succès de toutes les applications numériques, quelles qu'elles soient, c'est l'usage et que ça serve aux gens qui l'utilisent. Quand ça ne sert pas à grand-chose, ça ne marche pas. Donc les usines à gaz technocratiques issues d'abord de la réflexion de crâne d'œuf ou de techniciens, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ce qui rend service. Et ça on le voit dans tous les domaines. Deuxième chose, beaucoup à Olivier de m'avoir rappelé cette conversation de 2008, si ma mémoire est bonne, avec un petit dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est vrai que c'était pas du tout le radar à l'époque. Une toute petite correction, la présidente de la SFD s'approprie une parole, en fait, elle est très vieille, elle date de 1990 du professeur Stroud aux États-Unis qui disait la télémédecine sera un succès lorsqu'on n'en parlera plus et que ce sera rentré dans les usages. C'est publié dans le JAMA en 1999. Donc c'est vrai, c'est important. Moi, alors, ce qui me semble nécessaire de comprendre, c'est qu'en fait, alors j'ai horreur du mot rupture et de technologie de rupture. Mais par là, on est réellement dans une époque avec une rupture conceptuelle. Non pas une technologie de rupture, mais une rupture conceptuelle. La révolution numérique, ça n'a pas seulement été une rupture technique, avec la possibilité d'avoir des ordinateurs de plus en plus puissants, des calculateurs de plus puissants, des bases de données de plus en plus puissantes, des communications de plus en plus puissantes, et in fine, lui qui a été le premier outil de rupture réellement, l'iPhone, c'est-à-dire l'ordinateur d'apprentissage ubiquitaire. Mais ça a été aussi une révolution culturelle. C'est-à-dire que ça a été une prise de pouvoir, entre guillemets, de l'utilisateur sur les outils. Et ça a été le cas de ce qu'on appelait à l'époque le Web 2.0, c'est-à-dire que c'était les utilisateurs qui faisaient le contenu. Et la santé, elle est restée extrêmement en retard là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des organisations extrêmement hiérarchisées qui ont voulu absolument maintenir cette hiérarchie. On avait des hiérarchies. Pierre Giorgini, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle Transition fulgurante, qui est le directeur ou le président de la Cato de Nîmes, a écrit un livre formidable sur le sujet et qui montre à quel point plein d'organisations étaient hiérarchisées de point de vue linéaire. Je vous disais qu'en fait, la révolution numérique, c'était une révolution qui était tout aussi bien technique que culturelle. Et que c'était un affranchissement des hiérarchies habituelles et que l'usager prenait la main en ayant la possibilité de se connecter un petit peu comme il le voulait, avec qui il le voulait, quand il le voulait. Et que ça, les acteurs qui sont en place, traditionnellement, et la médecine, c'est très fort, très structuré, ont beaucoup de mal à comprendre que le patient puisse prendre la main sur son parcours de soins et le diriger, et non pas obéir à des ordonnances comme son nom l'indique. Alors, moi, j'ai vécu 3 périodes. J'ai d'abord été cardiologue. Et quand j'étais cardiologue, la télémédecine, c'était quelque chose d'extrêmement précoce, bien avant les années 2000, avec la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque par téléphone, ça se faisait depuis longtemps. Il y a eu des multitudes de publications. C'était déjà du télésuivi. Ça a été ensuite la télésurveillance des défibrillateurs, avec des sociétés qui ont mis au point des systèmes pour prévenir avec des smartphones. Dès les années de 2007, de 2008, ça a même été le premier outil qui a été validé par la Haute Autorité de Santé et remboursé dans les années de 2010. Donc, c'est quelque chose d'ancien.
2006 aussi, le DMP. Le DMP a été vraiment l'erreur fondamentale en pensant qu'on allait pouvoir utiliser d'une manière ubiquitaire des outils qui n'existaient qu'à peine et qui n'avaient pas la capacité d'usage. Puis ensuite, je suis rentré à la Haute Autorité de Santé où j'ai eu, entre autres, comme mission de coordonner pour la Haute Autorité de Santé tous les programmes qui concernaient les nouvelles technologies. Et avec en particulier, on va en donner 2 ou 3. Dans la télémédecine, l'HPST avait été sorti, donc il fallait donner un cadre. Ça a mis des années. Mais il y avait l'application mobile de santé qui, elle, explosait. Et donc, on a rédigé un guide sur les 101, comme les 101 dalmatiens, les 101 conseils pour faire une bonne application de santé qui, je pense, n'a servi à personne, comme malheureusement pas mal de documents de l'autorité de santé, même s'il était très bien fait et qui résumait beaucoup de choses. Et puis, il y avait des programmes qui ont été évalués, comme la télésurveillance, la télédialyse, par exemple. Et puis, on s'est très vite rendu compte que la télémédecine, il fallait faire rentrer d'autres acteurs et qui soient les paramédicaux, parce que le médecin ne pouvait pas passer son temps devant les ordinateurs à regarder les données. Et donc, on a créé des programmes qui étaient également d'HPST, qui venaient d'HPST, qui étaient des programmes de délégation de tâches, les articles 51, et notamment en ophtalmo, puisqu'il y a un ophtalmologue qui est présent, et en diabétologie, puisque le programme Diabéo a essuyé tous les plâtres. Et puis après, on est rentré dans une période que je veux dire glaciaire, une glaciation. Pendant près de 9 ans, plus rien ne s'est passé. En 2014, il y a eu une tentative de télésurveillance à travers la loi HPST qui a avorté avec 3-4 modifications successives pour aboutir au programme étape, jusqu'en 2018, où là, fumée blanche au-dessus d'Actam, on a accepté enfin la télémédecine, qui était dans la loi depuis 10 ans. Hein. On a accepté la télémédecine comme un acte avec l'avenant 6 et l'avenant 8. Faux espoir, parce qu'en fait, ces avenants de dire certes c'est utile, mais tout fait pour restreindre l'utilisation et pour laisser une mise et surtout ne pas faciliter le parcours de soins. Ça a été une période très difficile parce que les plateformes se mettaient en place, comme on a parlé Olivier, mais dans un cadre qui était extrêmement difficile, extrêmement rigoureux et qui ne plaisait pas du tout aux patients dont je fais partie maintenant en tant que diabétique, parce que ça restreint l'accès aux soins, ça donnait le droit à ceux qui avaient la chance d'être dans un parcours, d'être pris en charge quasiment à 100%. Quant aux autres, ils n'étaient pas remboursés du tout, parce que, fait curieux, alors que la législation hors parcours mais un remboursement à 30%, un complément par les mutuelles. Non, les syndicats médicaux, là, avaient décidé que hors parcours, 0% de remboursement, donc aucune prise en charge par les mutuelles. Heureusement, ou malheureusement, au corps défendant, le Covid est arrivé par là, et comme l'a dit Corinne tout à l'heure, ça a complètement bouleversé les règles, tout est devenu possible, y compris des choses qui n'auraient pas dû l'être. Depuis la simple consultation téléphonique, tout est devenu possible et ça a complètement bouleversé le paysage avec une explosion des téléconsultations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait fait, nous, c'est Fédération française des diabétiques, une étude du janvier 2020, c'est-à-dire juste avant qu'il y ait le Covid. Et 2 points particuliers sur cette enquête. On s'est aperçu que ceux qui y avaient accès étaient vraiment, on va dire, des happy few, c'est-à-dire que 82,6% de ceux qui faisaient de la télémédecine avaient un iPhone ou équivalent, et que c'était essentiellement des diabétiques de type 1 ou des diabétiques de type 2 qui étaient déjà contrôlés par des systèmes de contrôle en continu, le freestyle libre, et qui étaient déjà rompus à l'acte de téléconsultation, de télésurveillance en suivi. Et puis d'autres points importants, alors tous les diabétiques qui avaient répondu, il y en avait près de 2000, on dit attention, il faut que ce soit équitable. Il ne faut pas que ce soit réservé seulement à certains. Et c'était ressorti de l'enquête avant le Covid. Durant le Covid, on a refait un sondage sur 2400 patients pour voir comment était devenu et qui avait eu accès aux accès de télémédecine. On avait vu que ça avait été dramatique. Des téléconsultations. Pourtant, cette prise de conscience ne s'opère pas au rythme auquel... Pendant un an, moins d'un an avant. Compter que ce besoin va s'accroître et va grandir de façon importante avec
métiers de la population. Et de toute façon, clairement, on va se retrouver en décalage. Et là, il va y en avoir un avenant 9 à rediscuter. Mais quand je vois les gens dont a parlé tout à l'heure Olivier Mariotte, qui vont être maintenant autour de la table de négociation, je suis extrêmement pessimiste. Je crois que on ne peut pas attendre de la télémédecine. De la population. Et de toute façon, clairement, on va se retrouver en décalage. Les neurologues. Parce que c'est compliqué pour eux de se dire. Parlé tout à l'heure Olivier Mariotte. Et là, il va y en avoir un avenant 9 à rediscuter. Mais quand je vois les gens dont a parlé tout à l'heure Olivier Mariotte, qui vont être maintenant autour de la table de négociation, je suis extrêmement pessimiste. Je crois que on ne peut pas attendre de la télémédecine qu'elle remplace et qu'elle supplée à des certifications médicales. On a besoin de professionnels de santé sur le terrain, bien sûr. En revanche, l'expertise, elle est de plus en plus fractionnée, de plus en plus éloignée. Je vais prendre un exemple. Dans la région centre, Val-de-Loire, les neurologues, il n'y en a que 2 ou 3. Où ils sont? À Tours. Pour toute une région. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une autre solution pour prendre en charge les épileptiques que d'avoir recours en télémédecine, par exemple, avec les neurologues. Voilà les choses qu'on voudrait faire modifier. C'est-à-dire qu'il y ait une adaptation de la réglementation à la situation, mais tout en reconnaissant que le parcours de soins, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour une prise en charge correcte, et que surtout, la puissance publique ne doit pas attendre de la télémédecine qu'elle va suppléer à cette désertification médicale. Ce sont 2 réglementation à la situation, mais tout en reconnaissant que le parcours de soins centre, alors que finalement tout le bilan aurait pu être fait en proximité et transmis. Je veux dire, il y a une adaptation à faire, et c'est ça qu'on attend, que le corporatisme médical, en l'occurrence, et c'est un ancien syndicaliste qui dit ça, hein, j'ai été président du syndicat des cardios, hein, donc ça manque pas de cachet, c'est dire ce que je veux dire. Il faut attendre qu'il y ait le meilleur soin pour tout le monde, et que ça puisse rendre accessible des soins de plus en plus expertistes et d'experts à distance qui ne pourront jamais être de proximité, mais sans détruire le réseau de proximité. Voilà notre point de vue. Merci Jean-François. Alors, je sais qu'on aurait plaisir à continuer la conversation pendant très longtemps parce que c'est toujours des sujets intéressants. Il y a 2 choses que je note dans ce qui a été dit. C'est la première chose, c'est que on oppose toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Au lieu d'appliquer un sens pratique, un sens commun, comme disait Corinne tout à l'heure, si dans un territoire il n'y a pas de médecins, on ne va pas créer de la télémédecine avec des médecins du territoire parce qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est du sens commun, du sens pratique, mais parfois on en manque un peu de sens pratique. Et puis, donc c'est vraiment comme Jean accessible, des soins de plus en plus expertistes et d'experts à distance qui ne pourront jamais être de proximité, mais sans détruire le réseau de proximité. Voilà notre point de vue. Merci Jean-François. Alors, je sais qu'on aurait plaisir à continuer la conversation pendant très longtemps parce que c'est toujours des sujets intéressants. Il y a 2 choses que je note
dans ce qui a été dit. C'est la première chose, c'est que on oppose toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Au lieu d'appliquer un sens pratique, un sens commun, comme disait Corinne tout à l'heure, bah, si dans un territoire il n'y a pas de médecin, on va pas créer de la télémédecine avec des médecins du territoire parce qu'ils sont pas là. Ça, c'est du sens commun, du sens pratique, mais parfois on en manque un peu de sens pratique. Et puis, donc c'est vraiment comme Jean-François, tu disais aussi, c'était on veut pas remplacer la médecine par de la télémédecine. On est d'accord sur le parcours de soins, on est d'accord sur tout ça, mais à partir du moment où on analyse une situation très pragmatique et très pratique, ben on met en place les bons outils. Et la deuxième chose qui change beaucoup, je trouve, pendant ces 10 dernières années, alors moi, je fais une parabole et on en reste juste à la parabole, mais je fais la parabole dans le domaine de la santé, on a souvent été passagers dans la voiture. C'est pas nous qui conduisions, c'est pas nous qui avions une décision. Mais surtout entrepreneur. Et comment toi tu vois les choses? Alors dans ce que tu as mis en place, parce que tu as mis en place de la téléophtalmologie. Écoutez, merci pour votre invitation. Par rapport à tout ce qui a été dit, moi je rejoins sur beaucoup de points ce qui a été dit, c'est-à-dire que la télémédecine, c'est pas une alternative à la médecine conventionnelle et la médecine classique que l'on connaît. C'est un outil parmi tous les outils qu'on a à notre disposition pour nos patients. Pour l'ophtalmologie, ce qui est important, c'est que c'est un outil qui est extrêmement important pour la première ligne. Parce qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, tous les patients passent dans les mains de l'ophtalmologiste pour le tri de la première ligne. Et c'est grâce à ce tri de première ligne qu'on arrive à dépister donc les pathologies, le glaucome, la cataracte, la DMLA. Et ça, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse garder ce contrôle entre guillemets médical sur cette première ligne, parce que évidemment beaucoup de professionnels paramédicaux ou commerciaux, je pense aux opticiens, lorgnent sur ce flux de première ligne qui est un flux de pathologie extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous on a mis en place un projet pilote dans les Hauts-de-France qui consiste à ce que des patients soient pris en charge par des professionnels qui connaissent le circuit visuel, donc soit des orthoptistes ou des infirmières qui sont formées à la réfraction, et qui, via une consultation qui est calibrée dans le cadre d'un protocole, puissent remonter donc les informations au médecin, afin que le médecin valide ou pas une prescription, de renouvellement ou pas de renouvellement d'ailleurs de lunettes et lentilles, et surtout qu'il puisse dire si c'est un patient qui est en warning et qui doit être revu par un des médecins du territoire pour une consultation plus poussée de deuxième ligne pour le dépistage et le suivi d'une pathologie qui a été découverte. Pour nous, aujourd'hui, en ophtalmologie, où on a des problématiques de délai qui sont importantes, des problématiques de démographie également qui sont importantes, parce qu'en fait, c'est vrai que le besoin de la population, il est en consultation d'ophtalmologie, il est extrêmement important. L'offre qu'il y a en face n'est pas suffisante pour répondre à cette offre, à ce besoin-là immédiat, sans compter que ce besoin va s'accroître et va grandir de façon importante avec le vieillissement de la population. Et de toute façon, clairement, on va se retrouver en décalage entre cette possibilité d'offre et de demande. Et donc, pour nous, la téléconsultation, c'est vraiment aujourd'hui un outil qui est important et qui doit être priorisé dans les circuits territoriaux qui sont mis en place et qui sont pensés, pour que des patients qui n'ont pas forcément justement besoin de l'expertise de deuxième ligne puissent être filtrés de façon tout à fait saine dans cette expertise de première ligne. Et cette expertise de première ligne, obligatoirement, elle devra être faite par les ophtalmos et les ophtalmos qui sont aujourd'hui en activité. Et c'est pour ça que dans notre projet, l'organisation du flux est un flux qui est dit synchrone, c'est-à-dire que le patient est vu dans la capsule e-santé dans laquelle l'infirmière ou l'orthoptiste le reçoit, et la décision médicale est prise en temps réel. Pourquoi en temps réel? Parce qu'il y a des protocoles où effectivement il y a de l'asynchrone.
Mais le temps réel permet beaucoup de choses. La première chose déjà, c'est que ça permet une interaction entre le médecin, l'équipe qui est dans la capsule e-santé, le patient, et ça permet éventuellement de réguler des choses qui nécessitent un complément d'image, qui nécessitent des précisions. Et le patient, il vient pour sa consultation. Si tout est OK, si tout est clean, et ben il sait que tout a été checké et qu'il pourra revenir pour un autre bilan dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, ça, c'est très important que ça soit synchrone. Et pour être synchrone, il faut que ce soit les ophtalmos en activité qui fassent cette téléconsultation-là. Et puis, ce qui est important également, c'est que aujourd'hui, compte tenu du faible nombre d'ophtalmos, il faut que le temps ophtalmologique qui est à disposition aujourd'hui, le temps d'expertise, puisse être recentré et être filtré de façon intelligente pour que les patients qui ont besoin de l'expertise médicale ou chirurgicale du médecin puissent en bénéficier et qu'ils n'attendent pas des mois, des semaines ou des mois pour accéder à un rendez-vous. Je vais vous donner une anecdote. Lorsqu'on s'est installé il y a quelques années maintenant dans la zone où on est, qui n'est même pas une zone de désert médical, à proprement parler, on recevait des patients qui avaient des décollements de rétine ou des DMLA néovasculaires qui évoluaient depuis plusieurs semaines. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas où aller et ils atterrissaient un peu par hasard, souvent par le pharmacien ou l'opticien qui leur disait « vous devriez aller là ». On va probablement pouvoir vous recevoir. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Moi, qui ai donc évolué dans un circuit parisien avec des grands hôpitaux qui peuvent recevoir les urgences. Je pense au 15-20, à la Fondation Rothschild et anciennement l'Hôtel-Dieu, maintenant où c'est Cochin. C'est très rare que dans un circuit comme celui-là, on reçoive des urgences au-delà de quelques jours, quoi. Les urgences sont tout de suite réorientées et elles arrivent au bon endroit rapidement. Et là, moi, ça m'avait frappé de recevoir des patients qui arrivaient à des stades qui étaient vraiment très évolués et qui n'avaient pas eu malheureusement de solution de fléchage. Donc, ce type d'organisation qu'on a essayé de mettre en place permet aussi justement d'accéder plus rapidement à des structures de soins pour des patients qui sont vraiment dans des situations de désert médical et d'isolement qui sont importants. Alors, merci Adil, dans ce que tu as dit, ce qui est important, et je pense que ça relaie un peu l'information qui a été donnée tout à l'heure, c'est de dire que finalement, tu t'appuies aussi sur de la ressource médicale locale ou paramédicale, orthoptistes et infirmiers, parce que c'est une ressource qui est un tout petit peu plus présente et abondante sur le territoire, et que justement, comme là, on est quand même dans de la spécialité médicale qui est en souffrance et en tension, on va dire, là, la combinaison des deux, c'est peut-être ça, la télémédecine moderne de demain, c'est peut-être cette combinaison de paramédicaux, d'assistants médicaux, de gens qui peuvent être sur place sur les territoires et relayer cette télémédecine grâce à des expertises, parce que comme le disait Jean-François tout à l'heure, il y a certaines expertises qui ne sont absolument plus présentes sur aucun territoire, et c'est idiot de se dire qu'on va l'amener physiquement sur le territoire. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, c'est vrai qu'en ophtalmologie, on a l'habitude du travail aidé, du travail collaboratif avec des paramédicaux. Les orthoptistes, aujourd'hui, ils ont intégré des cabinets d'ophtalmologie maintenant depuis une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc, c'est vrai que travailler en collaboration avec un paramédical, c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien. Et moi, quasiment, j'ai grandi avec. C'est-à-dire que dès que j'ai été interne, c'était déjà ce type d'organisation-là. Donc, travailler d'une autre façon qu'en travail aidé avec des assistants paramédicaux, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui hors de question. Et c'est vrai que optimiser les ressources qu'on a sur les territoires, c'est aussi une discussion et une réflexion qu'il faut avoir. Il faut savoir que même les orthoptistes aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment qui sont formés, que les choses vont s'améliorer dans les années qui viennent, mais il est peu probable que compte tenu des besoins qu'il y a, on arrivera à former un nombre suffisant de personnes. Et puis, c'est comme les internes qui sont aujourd'hui plus nombreux au niveau des volumes de formation. Il y a quand même une réelle problématique aussi de comment est-ce qu'on prend en charge un plus grand volume de professionnels à former sur des terrains et des territoires de stage qui sont relativement équivalents. Et parce qu'en fait, en termes de spécificité et de technicité, la chirurgie, par exemple, ça prend au bloc opératoire. Et
ce ne sera pas du tout la même chose lorsqu'il y a par semestre 15 internes dans un service par rapport à l'expérience et à la formation chirurgicale qu'ils vont avoir, que lorsqu'il y en avait beaucoup moins et qui passaient en roulement de façon plus importante. Donc il y a aussi cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on va réussir à former beaucoup plus de professionnels parce qu'on a augmenté les nombres, mais est-ce qu'on arrivera à les former et les rendre autonomes à la fin de la formation? Ça, c'est une vraie question et c'est le vrai challenge et les vrais enjeux aujourd'hui qui sont discutés dans les DES, notamment d'ophtalmologie. Comment est-ce qu'on fait pour former plus de monde en maintenant cette qualité parce que c'est pas aussi simple que ça. Alors, Bruno Alain-Martin, bonjour. Merci de participer à cette petite table ronde autour du thème des 10 ans de télémédecine qu'on vient de vivre et puis comment vous voyez les choses qui vont se passer dans le futur. Si je dois vous présenter, je vous présente comme quelqu'un qui aujourd'hui exerce des responsabilités au sein d'une fédération d'associations dédiées au secteur de la protection sociale et notamment pour les travailleurs non salariés qui sont une population, vous nous expliquerez d'ailleurs un petit peu cette typologie de population un peu à risque sur le plan santé et prévention. Et puis, comme on a eu l'occasion de travailler ensemble autour de la télémédecine, je crois que c'est un sujet aussi qui vous passionne autant que nous et on aimerait avoir votre retour d'expérience. Bonjour François et bonjour à tous. Alors effectivement, la structure donc dont j'assume la présidence est une fédération d'associations qui sont nées de la loi Madelin qui permet la déduction fiscale des charges liées à la protection sociale, donc déduction des revenus. Et il y a une architecture juridique sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est spécifique donc à cette loi Madelin. Dans ce contexte, nous avons environ 100 000 adhérents qui sont principalement des TNS, des travailleurs non salariés. Pour situer les choses, en France, il y a actuellement environ 3 600 000 travailleurs non salariés, des indépendants, mais dont une part maintenant très significative d'auto-entrepreneurs. Donc ce statut a permis l'éclosion d'un nombre d'entrepreneurs très significatif, puisque aujourd'hui, sur les 3 600 000 travailleurs non salariés, en gros, 1 600 000 sont des auto-entrepreneurs. Alors, cette population est particulière, et vous le savez bien, puisque comme vous étiez sous ce statut, eh bien, c'est un statut où je dirais, on est totalement dédié à son activité professionnelle, ce qui, bien entendu, est bénéfique sur le plan économique, mais qui a quelques inconvénients sur le plan du suivi de la santé. Et un petit peu comme les jeunes qui disent que ça n'arrivera qu'aux autres, eh bien les TNS ont une même réaction, mais avec un âge plus avancé, parce que la moyenne d'âge des TNS est d'environ 50 ans, et il y en a un petit peu moins de 20% qui ont plus de 60 ans. Donc, bien entendu, avec les années et le stress, eh bien les risques augmentent. Alors, la télémédecine offre un avantage considérable pour des gens qui gèrent leur temps au mieux. Eh bien, c'est la possibilité d'obtenir un certain nombre d'informations et d'informations précieuses sans avoir à se déplacer. Donc, bien évidemment, ce qui a été observé depuis l'année 2020, c'est-à-dire la possibilité même d'obtenir une ordonnance via la télémédecine. Qui plus est, l'offre 24/7 est un support précieux pour des gens qui consacrent, comme je vous l'évoquais, très peu de temps à leur santé. Alors malheureusement, il n'y a pas cette prise de conscience essentielle, c'est que l'actif principal d'un patron de TPE, eh bien c'est lui, ou c'est elle. Et ça, on n'a pas forcément conscience de l'effet domino que pourrait présenter des difficultés de santé pour un travailleur non salarié, puisque ça a un impact bien sûr sur lui-même, mais sur sa structure et sur sa famille. Donc il y a une mise en danger économique qui est non négligeable, et pourtant cette prise de conscience ne s'opère pas au rythme auquel elle devrait s'effectuer. Alors, les TNS ont désormais, via la télémédecine, des accès privilégiés, et le numérique, bien évidemment, a permis cette éclosion.
Alors en 2020, on a vu quelque chose d'assez exceptionnel, inhabituel, qui a augmenté cette prise de conscience, surtout quand vous avez l'encombrement des services hospitaliers, l'encombrement d'un certain nombre de spécialistes qui n'avaient pas la possibilité de vous accueillir dans les temps requis. Donc la télémédecine a permis une éclosion et une mise en avant de cet outil qui est d'un avenir incontestablement, j'allais dire, radieux. On en parlera sans doute tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que la télémédecine a largement évolué, a été mise en avant, et pourtant, il n'y a pas je vais être honnête, il n'y a pas le succès attendu. Alors, est-ce encore le fait qu'il y ait un manque de temps de la part des TNS pour se consacrer à la télésanté, on va dire, ou est-ce que il y a une offre, je dirais, en termes de communication vis-à-vis de cette population qui est choyée, parce que on a découvert quand même qu'ils étaient source de création d'emplois. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur cette population qui a généralement peu d'effectifs. Donc si cette personne, cet animateur est souffrant, est malade, eh bien c'est la structure complète, comme je le disais, qui est même quasiment détruite sur des pathologies longues. Et puis ce sont des gens, vous savez bien, ce sont des gens qui ont un sommeil malheureusement peu réparateur. Il y en a qui ont la chance de bénéficier de cela, mais la plupart non. Et toutes les études médicales prouvent que le manque de sommeil est source de pathologies plus ou moins graves. Alors, merci pour votre analyse. C'est vrai que la population de travailleurs non salariés est une population particulière, au même titre que pourrait l'être d'ailleurs une population de jeunes étudiants ou avec leur spécificité propre, c'est-à-dire que souvent la santé passe au second plan, vous l'avez dit, et la prévention, puisque ce terme-là est un terme maintenant qu'on a largement mis en avant, et notamment la prévention en ligne, c'est-à-dire d'essayer d'apporter des éléments de prévention à tous ces gens-là qui n'ont pas le temps, qui vont effectivement mettre leur vie professionnelle avant tout le reste. Est-ce que dans les années qui viennent, puisque là on va parler des années qui viennent, la prise de conscience que la télémédecine peut apporter des éléments notamment liés à la prévention, c'est-à-dire en amont du problème, est-ce que ça vous paraît quelque chose sur lequel il faut investir, qu'il faut construire? Est-ce qu'on a déjà un retour d'expérience intéressant sur le sujet? Comment vous voyez les choses? Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'effectivement le passage d'une médecine curative à une médecine préventive, pour moi, est une évidente nécessité. Et nous avons, qui plus est, actuellement, le plus bel exemple de prévention. La vaccination, c'est de la prévention. Donc, ce thème de la vaccination qui nous obsède depuis maintenant un certain nombre de mois, voilà le plus bel exemple de prévention. Au-delà de ça, on a, je dirais, les outils numériques et les supports numériques font de tels progrès que il y a des liens qui, pour moi, sont absolument évidents entre la prévention et ce qu'on appelle aujourd'hui les métadonnées. Donc, toutes les informations qui peuvent être recueillies sur les patients permettent et permettront de plus en plus d'être dans une démarche préventive, car bien sûr, il vaut mieux, on le sait bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a notamment, bien sûr, tous les objets connectés. Alors, bien sûr, avec un certain nombre de réticences et de précautions pour éviter des malversations, mais si on prend le bon côté des choses, tous ces outils vont permettre soit d'anticiper sur des pathologies pour des personnes qui auraient des prévalences particulières, et notamment les informations génétiques vont progressivement abonder ces métadonnées. Et puis l'autre aspect, c'est mesurer la gravité de personnes qui sont déjà atteintes de pathologies, et donc mesurer et prévenir, je dirais, de catastrophes éventuelles. Et donc dans ces deux domaines, que ce soit dans la prévention pure et une prévention par rapport à une évolution de pathologie, je veux dire, on sait qu'on a des outils extraordinaires. Nous n'avons pas parlé des déserts médicaux, mais la télémédecine est une des solutions majeures
qui permet effectivement de rapprocher les individus et de diminuer des angoisses. Et là, alors là, je parle de notre expérience, par les prestations que nous avons offertes à nos adhérents. Il y a une diminution significative. En tout cas, ce sont les médecins qui nous l'ont indiqué, c'est-à-dire qu'il y a, on évite des consultations supplémentaires, on évite des passages aux urgences par une bonne information et on diminue l'angoisse d'un certain nombre de personnes. Mais le vrai futur, me semble-t-il, sachant qu'il faut être prudent parce que les évolutions technologiques sont telles et vont à une telle rapidité que on ne peut se limiter qu'à une période de temps raisonnable, on va dire, dans les quelques années qui viennent, c'est la démultiplication des liens entre les professionnels de santé qui vont pouvoir intervenir avec des outils qui leur donnent des informations permettant d'affiner rapidement un diagnostic et de manière la plus pertinente qui soit. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui jouent un petit peu les Cassandres. Non, je crois qu'il y a au contraire des opportunités de qualité médicale et de justesse du diagnostic qui est plus rapidement posé. Écoutez, merci beaucoup pour votre point de vue, Noël Martin, Jean-Paul Larbre, tu es rhumatologue et aux hôpitaux civils de Lyon. Dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, on décrit les 10 années qu'on vient de passer de télémédecine et ces 10 années d'existence de la télémédecine et comment on voit peut-être les 5 prochaines années évoluer. Je sais que dans ton domaine, la rhumatologie, c'est pas forcément le domaine où on se dirait que la télémédecine peut apporter quelque chose et le regard que tu as sur ces pratiques-là peut être intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Très honoré de participer à ces interactions. Une partie de mes activités en rhumatologie est dédiée à des adolescents. Donc des adolescents, des jeunes malades dont la maladie inflammatoire, la polyarthrite, la spondylarthrite a pu débuter dans l'enfance. Et ces adolescents, ces jeunes adultes, s'ils vont assez bien, souhaitent être le moins suivis possible physiquement à l'hôpital et sont eux-mêmes très connectés et sont très demandeurs d'un télésuivi. Donc ces dernières années, à travers ces jeunes malades, avec le grand souci de ne pas les perdre de vue, nous avons découvert que la télémédecine, les télécontacts, le télésuivi pouvaient être très utiles. Et c'est sur ce thème-là que nous avons le plus bossé ces derniers mois. Quelle est l'importance, selon toi, d'avoir, puisque là on parle de malades chroniques, de jeunes malades chroniques, mais malheureusement qui ont une pathologie inflammatoire, comment on les amène naturellement à rentrer dans un cycle où on les accompagne, où on les encadre, où on essaye de leur faire, j'imagine que dans la rhumatologie, il y a tout un tas d'à côté pour les aider à améliorer peut-être leur nutrition, améliorer leur prise en charge de la pathologie, et tout ça à distance, c'est quelque chose qui est facile à faire, j'imagine, avec des enfants qui sont nés avec la technologie. Si en particulier la maladie a commencé dans l'enfance, nous avons une collaboration étroite en médecine de transition avec les pédiatres, les rhumatopédiatres, et ce travail pluridisciplinaire, le pédiatre, le rhumatologue d'adulte, qui travaillent ensemble autour de l'enfant, l'adolescent et sa famille, est très favorisé par la télémédecine, les télécontacts. Il existe de nombreuses circonstances où on n'arrive pas à être tous ensemble, alors que ça nous paraît très important de pouvoir fidéliser ces jeunes. Et à ce moment-là, des techniques de visio, des techniques de télésuivi sont très adéquates. Effectivement, on va aborder ensemble les thématiques des traitements, les thématiques des activités physiques, de la scolarité, des études. Et beaucoup d'échanges peuvent se faire à distance quand l'ado le ressent, soit par des visio-rencontres, soit par des échanges de messages, soit par d'autres outils numériques. Quand on a eu une patiente qu'on a interviewée et que je crois que tu connais, qui nous a fait une remarque assez intéressante. Elle nous a dit le plus ennuyeux dans cette médecine d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle doit se promener avec son dossier sous le bras, puisqu'elle doit raconter son histoire de nouveau à chaque praticien qu'elle rencontre, et comme elle n'est pas forcément sur place et autres et tout.
Est-ce que tu penses que le digital et la santé numérique peut résoudre ce problème de partage de connaissances, de partage de cas, de partage de dossiers? Tu soulignes un point vraiment très important. On fait le maximum, pédiatres, médecins d'adultes, au moment de la transition, pour avoir un dossier commun, un dossier numérique, qui puisse ensuite permettre aux patients d'être plus facilement suivis, surtout au fur et à mesure des voyages qui peuvent caractériser sa formation, son emploi professionnel. Donc le dossier informatisé, complet, partagé, c'est très important. Alors si maintenant on se projette un peu, je sais que cet entretien, on aurait envie de le prolonger et c'est toujours très intéressant de partager l'expérience de médecins de terrain et surtout peut-être dans un cadre aussi de ville-hôpital, d'hôpital-ville, quand on revient au sort de l'hôpital et qu'on va en ville. Est-ce que demain, ce numérique en santé ou cette santé numérique, selon les cas, est-ce que elle va changer tes pratiques, elle va changer la façon d'interagir avec les patients? Comment tu vois les choses dans les prochaines années? Tous les spécialistes qui s'occupent de jeunes patients en développement, le souci de les suivre au mieux, et on se rend compte qu'au-delà de la prescription des traitements, il est très important de les rendre les plus responsables, les plus autonomes possibles. La télémédecine est utile pour gérer leurs soins avec du télésuivi, mais on essaye aussi de développer des sessions d'éducation thérapeutique connectées. On essaye de développer pour ceux qui le souhaitent des interactions connectées patient-patient avec ces techniques de pair et danse, et ces rencontres connectées paraissent bien correspondre au mode de vie des ados qui souhaitent venir le moins possible à l'hôpital en consultation. Écoute, Jean-Paul, merci beaucoup. Alors encore une fois, le format est un peu court, mais ce partage d'expérience est toujours très enrichissant, et puis je pense que le dialogue avec d'autres confrères et d'autres situations nous permettra de faire un petit peu avancer le sujet de la télémédecine ou de la e-santé au sens large. Et en tout cas, un grand merci pour ta participation. J'aurais juste un tout petit mot à ajouter, c'est que dans l'expérience encore très limitée que nous avons et où nous avons envie d'apprendre en nous inspirant des autres équipes, j'ai eu la conviction que le lien numérique ne faisait rien perdre en humain. Au contraire, il favorisait les contacts, les rencontres, favorisait les aides, les entraides entre jeunes patients. Et je pense que cette télémédecine est vraiment adaptée à une amélioration des soins des jeunes atteints de maladies chroniques. Alors ça, on ne peut être que d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul, et puis à très bientôt peut-être. Oui, à très bientôt pour le bon moment. Merci encore. Comme on voit l'heure tourner et qu'on arrive à la fin de cette table ronde, j'ai juste envie de vous poser une petite question, et si vous pouvez y répondre en 1 minute, ça serait génial. Et je commencerai par Corinne. Voilà, on a fait une petite analyse du passé, on peut se projeter 1 minute dans l'avenir. Comment tu vois les choses se changer ou évoluer de façon positive ou négative? Je suis peut-être résolument optimiste, mais je pense qu'on est dans une phase de révolution de la manière de pratiquer la médecine, pour plein de raisons, dont une raison majeure qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont les classes des soignants et des patients se sont transformées. Et ça nous amène à transformer notre manière d'exercer. Et si on ajoute à ça le fait que tout ce qui est digital dans la santé est une révolution, à mon sens, malgré tout, c'est quand même une transformation. On est quand même dans une transformation majeure. Finalement, l'avenir est plutôt assez passionnant, si tant est qu'on ait un peu de curiosité et qu'on soit capable de redistribuer les places de chacun et de réorganiser le qui fait quoi avec quoi, parce que c'est exactement ce qu'a dit Adil. Quand on a grandi en travail collaboratif avec d'autres professions, ça nous paraît une évidence. Je pense qu'on n'a pas forcément formé les médecins aujourd'hui à suffisamment s'appuyer sur des collaborations avec d'autres collègues ou avec d'autres professionnels de santé. Et je crois qu'il va y avoir des nouveaux métiers dans la santé
qui vont émerger aussi des besoins de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et je terminerai là, c'est-à-dire le fait que ce que je trouve passionnant dans la santé digitale, c'est que pour moi, c'est un outil majeur d'attribution des ressources médicales à ceux qui en ont le plus besoin. Et peut-être aussi, comme le disait Adil, parce que le modèle des ophtalmos, c'est de vouloir les repérer là où ils sont, les patients qui ont besoin d'une expertise de 2e ou 3e ou Xème niveau. Mais ce modèle-là est vrai pour toutes les pathologies. Nous, en néphrologie, on n'a jamais été capable en France de faire de la vraie prévention, du vrai dépistage. Et sans doute que c'est bien, on ne va pas dépister 100% de la population, on sait bien que les campagnes de dépistage doivent être ciblées. Et peut-être que ce que nous permet aussi de faire, ce que nous permettent de faire les outils de e-santé, c'est d'aller dépister un symptôme biologique ou clinique quelque part dans un endroit où il y a peut-être une densité médicale limitée, mais des outils de communication et des outils digitaux, et de pouvoir faire bénéficier ce patient-là d'une expertise dont il a besoin par un professionnel de santé qui peut-être pourrait être à l'autre bout du monde à la rigueur, mais en tout cas pas dans sa ville. Et moi, aujourd'hui, j'ai encore vu une dame qui a fait 2 heures de route pour venir de Troyes à Paris pour avoir un avis que, très honnêtement, elle n'avait pas forcément besoin de venir chercher auprès de moi. Et j'espère en tout cas que l'avenir de la télémédecine, ça va être aussi ça va être aussi mieux répartir l'offre de soins et faire en sorte qu'on arrive à donner accès à une santé très pointue à des tas de gens, même s'ils n'habitent pas à côté des centres de référence ou des grands centres, ou d'un expert ou de quelqu'un qui est spécialiste dans la DMLA, par exemple. C'est des sujets de base, mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens en France qui ne peuvent pas avoir les avis dont ils ont besoin parce qu'on raisonne géographique. Voilà. Et pour moi, c'est la fin du géographique, la télémédecine. Et c'est sans doute ça qui est sa grande force, en fait. Ouais. Alors, ça permet de faire la transition parce qu'on parle beaucoup de réorganisation, de coordination. Et Jean-François, le mot de la fin, je pense que ça résonne, organisation, penser autrement, la façon dont on travaille. Je pense que c'est ça un peu le leitmotiv. C'est si on arrive à se coordonner et à penser un peu autrement l'organisation des différents métiers, c'est peut-être ça l'enjeu. Alors, c'est un enjeu. La réflexion de Corinne, si vous permettez que je vous appelle Corinne, entre local et global est tout à fait pertinente. Mais elle avait dit aussi à la fin de sa première intervention qu'il fallait former les jeunes médecins à bien utiliser. Et là, je vais prendre ma casquette de patient. Il faut aussi former les patients à bien utiliser. La Fédération française des diabétiques a l'IDLab qui fait des enquêtes sociologiques. Et on fait un certain nombre d'enquêtes de sociologie. Et comme je vous l'ai dit, nous, ce qui nous frappe, c'est que ceux qui utilisent le plus tous ces services sont à la limite ceux qui en ont le moins besoin. On vient de faire une enquête sur la vaccination qu'on va publier, vaccination et Covid, et on s'aperçoit que la plus grande appétence à la vaccination, c'est pour ceux qui sont le moins exposés, et les plus vulnérables, les plus compliqués, c'est les diabètes instables, les déterminants de santé les plus faibles, sont ceux qui sont les plus résistants à cette vaccination. Et ça va être exactement pareil avec la télémédecine. Quand on voit les études nord-américaines, on voit que, en gros, les gens qui l'utilisent hors psychiatrie, la psychiatrie et la santé mentale, c'est particulier, mais hors psychiatrie, on voit que ce sont des catégories les plus aisées, les plus formées, les plus informées, et in fine, les mieux soignés qui ont recours à ça. Alors, le challenge qu'on a, c'est d'essayer justement de pouvoir apporter ces soins de qualité, la proximité de la télémédecine à tous ceux qui en ont encore plus besoin et qui aujourd'hui n'ont pas accès et ne savent pas s'en servir. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on s'est lancé à la Fédération française de diabétique, notamment avec une grande étude qu'on est en train de faire sur le Health Data Hub et le système national des données de santé pour essayer de repérer qui sont les personnes qui utilisent la télémédecine, les diabétiques, j'entends, qui ceux qui n'y ont pas recours, pour essayer de trouver les outils et les moyens de donner accès justement à tous ceux qui n'y ont pas recours parce que c'est eux qui en ont le plus besoin la plupart du temps. Oui, c'est important. Et on n'a même pas parlé des heures numériques, mais il y a aussi ça qui peut jouer un peu. Adil, un petit mot de la fin, s'il te plaît, sur comment tu vois les choses évoluer, comment tu vois positivement ou négativement les choses changer. Alors moi, je vois plutôt les choses positivement personnellement parce que de toute façon, on l'a dit, le Covid a vraiment modifié la perception des choses concernant la territorialisation, concernant la notion de patients connus, pas connus.
que finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu tant de dérives que ça n'a pas été la catastrophe, les patients n'ont pas été détournés, etc. etc. Donc aujourd'hui, je pense que ça a quand même pas mal rassuré aussi les tutelles, et puis aussi les médecins ou les syndicats qui sont réfractaires à ouvrir un peu plus. De toute façon, il faut quand même bien se dire les choses, c'est qu'on est aujourd'hui dans une période et aussi dans une société dans laquelle les patients sont demandeurs d'outils, que ça paraît plus logique, et aujourd'hui, demain, il faudra pouvoir justifier aux patients pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir avec 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour, l'hôtel, etc., pour une consultation qui aurait pu se faire à distance, et demain, il faudra justifier pourquoi est-ce qu'on lui a pas proposé ça. Donc, en fait, de toute façon, les solutions, il faudra qu'on les mette en place parce que les patients vont nous les demander et vont nous les exiger, et on n'aura pas d'autre choix que de changer cette conception qu'on a, qui nous a été enseignée. Et à juste titre, la télémédecine, il faudra en définir le périmètre. Il faudra aussi savoir l'enseigner aux jeunes générations, parce que c'est un outil parmi d'autres. Et comme l'informatique, comme l'intelligence artificielle, tout ça, ce sont des mots aujourd'hui qui sont des mots qui parfois font peur. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va être? Ce sont des outils et il faut apprendre à s'en servir, et il faut bien définir leur place pour que ça serve à nos patients et que ça serve aux médecins pour optimiser leur temps et les prises en charge qu'ils font de leurs patients. Écoutez, merci infiniment.